Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette grande conférence Le droit global existe-t-il? Alors d'abord un petit mot sur la structure qui accueille cette grande conférence, qui est le Louvain Global College of Law, que vous connaissez peut-être, certains étudiants en tout cas, pour avoir déjà fréquenté certaines activités, mais peut-être un petit mot quand même de présentation de ce programme, dont la mission est d'accueillir des collègues étrangers. Donc nous avons ici un remarquable spécimen, donc Maxime Saint-Hilaire, de l'Université de Sherbrooke. Et l'objectif, en fait, est de faire venir ces collègues étrangers pour nous présenter leurs recherches et également d'intervenir dans les unités d'enseignement. Donc vous avez sans doute déjà pu suivre des cours avec ces professeurs invités. L'objectif, c'est aussi de créer un espace d'échange et de discussion entre ces professeurs qui viennent d'autres universités et des collègues de l'Université de Louvain, mais aussi d'autres universités. Et la conférence d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette idée, dans cet objectif du programme du Global College, dont nous avons d'ailleurs aussi la chance d'avoir le comité organisateur parmi nous. Alors, en réalité, cette conférence a aussi pour objectif de clore la visite de notre invité Maxime Saint-Hilaire, qui est professeur donc à Sherbrooke et que je présenterai dans quelques instants. Et elle nous donne l'occasion d'associer notre collègue de l'ULB, le professeur Benoît Friedman, qui est ici. Tous les deux ont travaillé sur la question du droit global et vous présenteront leurs thèses qui ne sont pas tout à fait convergentes, vous le verrez. Alors, avec Sophie et avec Charles Hubert, qui a aussi organisé cette conférence, nous tenons vraiment à les remercier du fond du cœur pour leur présence aujourd'hui et le fait d'avoir accepté de discuter un peu de leur vision du droit global. Alors, j'enchaîne sur finalement cette question, le droit global existe-t-il? Alors, effectivement, les travaux de nos deux invités ce soir en fait, nous permettent de nous pencher sur cette question. Et avant, pour ne pas dévoiler finalement leurs propos et aussi donc vous laisser la surprise du débat, je pense qu'à titre d'introduction, on peut identifier finalement deux raisons qui justifient l'organisation de cette conférence ce soir pour vous, étudiants en droit. La première raison, finalement, elle relève d'un phénomène ou deux phénomènes que vous avez probablement déjà tous expérimenté, vécu, qui sont les transformations que vive votre génération, transformations économiques, politiques, culturelles, même environnementales, et qui nous amènent finalement à nous interroger sur la question de l'échelle du droit. Est-ce que le droit est encore, ou doit-il encore être pensé dans le cadre de l'État, ou doit-on revoir cette échelle-là pour aller au-delà? Doit-on penser à un État mondial? Alors, c'est une question aussi qui figure parmi les discutants de l'idée de droit global. Alors, sans prendre du tout position sur cette question-là, c'est déjà un enjeu qui justifiait donc cette conférence. Le deuxième motif, finalement, qui nous amène à aborder cette conférence, c'est le fait qu'en tant que juristes, nous, les membres de la communauté académique, mais vous, en tant qu'étudiants juristes, vous avez déjà probablement été amenés à constater dans vos recherches, dans vos travaux, dans ce que vous avez lu, qu'on est face finalement à l'émergence, à l'apparition de nouvelles informations. J'utilise le terme information pour avoir un langage assez neutre, pour ne pas parler de sources, pour ne pas parler de normes. Donc, nouveau type d'informations et aussi nouveau type d'institutions. Et toute la question finalement qui se pose, c'est de savoir si ces nouveautés qui apparaissent dans des discours juridiques doivent ou non intégrer le champ du droit. Est-ce que ces éléments doivent configurer un nouveau champ juridique ou les juristes doivent-ils laisser ces éléments en dehors de la question du droit? Alors ça, c'est un deuxième type de question qui, finalement, va être touché, abordé dans le cadre de cette conférence. Alors, comme je vous le disais, nos deux invités, par leurs travaux, finalement, ont touché directement ou indirectement ou frontalement ces questions-là. Alors, je vais commencer par présenter le professeur Benoît Friedman, donc, qui nous fait le plaisir de venir jusqu'à Louvain-la-Neuve, même si maintenant on sait qu'il est voisin, puisqu'il n'habite pas très loin. Donc, Benoît Friedman est professeur à l'ULB. Il est également professeur affilié à Sciences Po Paris. Il a une double formation, juriste et philosophe. Il est membre du Centre de philosophie du droit, Centre Perelman à l'ULB. Et il est aussi membre de la section Technologie et Société de l'Académie royale de Belgique. Alors,
dans ces travaux, qui sont déjà assez vraiment importants, il y a deux axes dominants qui peuvent être distingués. Le premier, finalement, c'est toute cette interrogation sur la transformation du droit et l'émergence ou le développement de ces nouvelles formes de normativité. Ça, c'est un premier aspect de ces travaux qui l'occupe, je pense, depuis déjà une dizaine d'années, hein, au moins. 20 ans même, bon, voilà. On ne rajeunit pas. Et d'autre part, deuxième axe, c'est toute sa réflexion sur les modes de raisonnement, d'argumentation et d'interprétation du droit, et aussi de l'administration de la justice. Alors, dans le domaine du droit global, il a finalement publié énormément de papiers et écrit plusieurs ouvrages ou dirigé plusieurs ouvrages. On en a retenu 3 qui nous semblaient assez significatifs pour vous permettre finalement de faire un petit peu le tour de la question. Du point de vue de sa conception du droit global, il y a d'une part son petit manuel pratique du droit global qui a été publié par l'Académie royale de Belgique et qui est en rupture de stock, j'ai vu, mais on peut encore l'acheter en version numérique, donc il est encore téléchargeable. Et puis il y a 2 ouvrages qu'il a édités, le premier avec Arno van Weyenberg en 2014 sur gouverner par les standards et les indicateurs, publié chez Breuilan, je pense, et le second, publié plus récemment en 2018, je pense, avec Caroline Bricteux, les défis du droit global. Et là, dans cet ouvrage-là, on a finalement un peu le tour des différentes thématiques dans lesquelles on peut voir s'exprimer le droit global et qui permettent aussi un peu de voir tous les centres d'intérêt du centre Perelman. Voilà. Alors, à mon tour maintenant de présenter le deuxième intervenant aujourd'hui, qui est donc Maxime Saint-Hilaire, que certains d'entre vous ont peut-être déjà pu croiser dans les couloirs de la faculté de droit lors de son séjour, voire dans les rues de Louvain-la-Neuve, dont il est devenu un expert, puisqu'il connaît même toute l'histoire de Louvain-la-Neuve, mieux que nous d'ailleurs sans doute. Alors donc Maxime est professeur agrégé à l'université de Sherbrooke au Canada. Il est juriste de formation, il a été formé à l'université de Laval. Il a rédigé une thèse en philosophie du droit sur les droits ancestraux des peuples autochtones, et collaborateur du centre Marc Bloch à Berlin, ainsi que du centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Donc un parcours très intéressant, à la fois droit public et philosophie du droit, théorie du droit. Donc ces travaux portent à la fois sur le droit constitutionnel positif canadien, mais aussi depuis plusieurs années sur d'autres thèmes, comme celui des standards mondiaux, tels qu'ils sont notamment développés par la Commission de Venise. Vous connaissez la Commission de Venise pour la démocratie par le droit, qui est une institution qui relève du Conseil de l'Europe. Alors Maxime Saint-Hilaire a aussi une production scientifique tout à fait remarquable. On pense notamment à un chapitre introductif très très fouillé qui porte sur les standards mondiaux dans un ouvrage édité par Dizan, Turk et Lewowski. On pense également à son article qui s'appelle « Le droit global ou le jus gentium », publié dans un ouvrage dirigé par Karim Ben-Yeklef, « Vers un droit global ». Et on pense encore à sa critique du pluralisme juridique que l'on retrouve dans sa thèse de doctorat sur, donc, comme je vous ai dit, les droits ancestraux des peuples autochtones, ainsi que dans un ouvrage, une critique du pluralisme juridique dans un ouvrage Stateless Law, qui était dirigé par Shona Van Praag et Helge Dedek. Alors voilà, les présentations ont été faites. N'hésitez pas évidemment à leur poser pendant la conférence ou après la conférence des questions sur ces différents ouvrages et ces différents travaux. Alors nous avons essayé de formuler 4 questions qui permettent à nos 2 intervenants de vous présenter leurs pensées et voilà, d'essayer de discuter le mieux possible cette idée du droit global. Alors la première question qui leur a été adressée, c'est finalement, et je vais la rappeler au professeur Friedman, c'est finalement qu'entendez-vous, vous, par l'expression droit global? Merci. Merci à vous. Merci au Louvain Global College of Law, un très beau nom, et bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors, comment est-ce que nous définissons au Centre Perelman le droit global? C'est très simple. C'est le droit positif examiné d'un point de vue global. Et qu'est-ce que c'est le point de vue global? Eh bien, c'est différent du droit positif examiné par rapport à un ordre juridique déterminé, qu'il s'agisse de l'ordre juridique national, d'un ordre juridique national, d'un ordre juridique européen ou de l'ordre juridique international. À quoi ça sert d'ajouter une dimension globale? Eh bien,
ça sert à voir des choses dans cette période, comme l'a rappelé Sophie Wirtz, de grande transformation, à voir des choses, notamment sur le plan donc, dynamique, qui dit transformation, dit changement, qui ne se laissent pas bien appréhender ou ne se laissent pas voir du tout tant qu'on en reste à aborder une question juridique, comme vous êtes appelé à le faire dans la plupart de vos cours, sous l'angle du droit, d'un ordre juridique déterminé. Quel est le statut de ceci en droit belge, en droit européen, en droit international? Comment on résout cette question-là dans tel ordre juridique? Exemple concret, un des phénomènes les plus importants qui caractérise la globalisation sur le plan du droit et qui menace l'existence même du droit tel que nous le connaissons et tel que nous le chérissons pour certains, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la concurrence régulatoire. La concurrence régulatoire, c'est le fait que les acteurs, c'est vrai, en particulier, on va parler d'eux, mais des grands acteurs économiques, mais en réalité, c'est vrai aujourd'hui de quasiment tout le monde, les acteurs sont mis en position par la globalisation de choisir entre tous les ordres juridiques possibles et imaginables, et parfois en dehors d'eux, celui qui leur conviendra le mieux pour une transaction. Ce qui privilégie l'ordre juridique qui va être le moins disant, par exemple, au niveau fiscal, au niveau social, au niveau environnemental. Et ce phénomène-là va entraîner des pratiques de dérégulation compétitive, c'est-à-dire que certains États, et pas seulement, et y compris les nôtres, vont se placer dans une compétition les uns avec les autres pour essayer d'attirer, par exemple, ces activités économiques chez eux, quitte à baisser leurs exigences normatives. Un exemple classique qui est facilement repérable, c'est qui est dans l'actualité aujourd'hui, c'est le taux d'impôt des sociétés qui va passer en l'espace de 10 à 15 ans d'un taux nominal d'environ 40% à un taux nominal de 25%. C'est devenu le nouvel horizon d'attente. Aujourd'hui, on dit que les États doivent passer à ce taux-là s'ils veulent demeurer compétitifs. Bien entendu, ça a des conséquences, moins de ressources pour l'État, et puis, puisque les entreprises contribuent moins par leurs bénéfices, ça veut dire que, par exemple, les particuliers vont contribuer plus. De même, on vous explique que ce serait tellement bien d'augmenter les salaires, mais que la Belgique ne peut pas le faire parce qu'elle, selon sa loi de compétitivité, elle doit demeurer compétitive par rapport aux États qui l'entourent. Et bien entendu, aujourd'hui, la compétition est mondiale. De même, on explique qu'on voudrait avoir une politique qui serait très ambitieuse contre le réchauffement climatique, mais qu'on se défie des phénomènes de carbone leaking, la fuite carbone. Qu'est-ce que ça veut dire, la fuite carbone? C'est évidemment la délocalisation des usines qui produisent des émissions de carbone et qu'on voudrait par exemple taxer vers des juridictions où de telles taxes n'existent pas. Ce phénomène-là, vous ne pouvez pas le voir sous l'angle d'un ordre juridique national et vous ne le voyez pas davantage en droit international public. Vous chercherez vainement une trace dans les sources du droit international public. Vous avez besoin, mais néanmoins, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement prégnants, qui déterminent, plus sans doute que le résultat des élections, l'évolution des normes juridiques dans un certain nombre d'États comme le nôtre. C'est quand même intéressant de s'en occuper, d'autant plus que cette concurrence, elle ne joue pas seulement naturellement, elle est intensifiée par tout un tas de phénomènes. Prenons par exemple l'indicateur Doing Business, qui note l'ensemble des pays sur le plan de leur attractivité, sur le plan économique, et qui va regarder tout un tas de paramètres juridiques, et qui va ainsi placer un pays comme la Belgique un peu plus haut ou un peu plus bas dans l'attractivité des affaires.
et qui va conduire les États. Il y a d'ailleurs, c'est un indicateur qui est créé par la Banque mondiale et qui propose un outil de simulateur de réforme qui va permettre aux États de vérifier combien de places ils pourraient gagner dans l'indicateur s'ils prenaient telle et telle mesure. Alors évidemment, ils sont toujours un peu déçus parce qu'en attendant, les autres États prennent également les mêmes mesures. Et ce sont au total plus de 3000 lois qui ont été votées à travers le monde avec, dans une quinzaine de juridictions, des commissions spéciales au Parlement qui ont pour but d'occuper une bonne place dans l'indicateur. Alors, avec cet indicateur, vous avez un exemple de ce que nous appelons un OJNI, un objet juridique non identifié. Et bien entendu, ça a été dit par Sophie Wertz dans son introduction, et nous y reviendrons certainement dans le cours du débat, le J pose problème. Et je vous dirai plus tard pourquoi c'est important pour nous d'attribuer ce J. Parce qu'effectivement, cet indicateur, il produit des effets directs sur les droits positifs au niveau global. Alors, d'autres exemples très rapidement, alors cette fois-ci, puisqu'on a un temps, je me rends compte que j'ai déjà utilisé les 10 minutes. J'ai encore 3 minutes. Si on voit aujourd'hui les questions que posent les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Qui peut penser qu'on va régler ça? Et sur le plan du droit international, il n'est pas question de s'entendre sur le plan du droit international. Il y a plein de domaines où on dit c'est dommage, on ne peut pas s'entendre sur le plan climatique. Sur le plan de l'Internet, on ne peut pas s'entendre. Je vous signale que la plupart des États du monde ne sont pas des démocraties, ont une conception de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, avec lesquelles il n'est pas question un instant d'entrer en accord. Donc, néanmoins, tout passant aujourd'hui par les réseaux, dans une société de l'information, il y a évidemment une régulation qui se met en place. Alors, vous avez, dans les OJNI, vous n'avez pas seulement des règles, vous avez des institutions comme l'ICANN, par exemple, et vient de soutenir chez nous la semaine dernière, ou cette semaine, en début de semaine, lundi, une thèse sur les nouvelles extensions génériques de l'ICANN. Vous êtes habitué à .com, .be, vous en aurez bientôt des centaines, et cela fait partie d'une nouvelle régulation à l'échelle globale qui se déroule dans des cadres où le droit national et le droit international sont purement et simplement mis sur le côté, et que néanmoins, il vaut mieux ne pas ignorer dans la mesure où ce sont des enjeux absolument capitaux pour l'avenir qui s'y jouent. On remarque également, et ça c'est le vieil adage romain, ubi societas ibi ius, là où il y a une société, il y a du droit. Alors, là où il y a des interactions sociales qui débordent non pas occasionnellement, mais systématiquement, tout le temps, les frontières des ordres juridiques. Et donc, si vous définissez une société comme un ensemble des interactions entre des personnes, vous avez une société globale, mondiale, on peut l'appeler comme on veut, qui est une société en même temps hautement technique, qui est une société hautement spécialisée, qui pour une part porte des valeurs très importantes et qui donc a besoin d'un niveau de réglementation extrêmement sophistiqué pour fonctionner. Et vous avez aussi dans cette société des débats qui ont lieu sur des questions juridiques et des combats qui se déroulent. Bon, prenons par exemple dans certains des débats récents, regardez comme le débat sur le mariage homosexuel en Occident, mais au-delà de l'Occident, s'est déroulé de fort en fort, avec la Belgique qui était une des pionnières, avec des débats qui ont rebondi aux États-Unis avec un arrêt de la Cour suprême, avec des lois dans différents pays, où les activistes, d'un côté comme de l'autre, les promoteurs du mariage homosexuel comme ceux qui demandaient la poursuite de son interdiction, se saisissaient des différentes scènes globales et des différents coups qui étaient gagnés ou perdus, enfin plutôt ceux qui étaient gagnés sur la scène globale pour faire avancer leur cas. Bon, on voit exactement la même tendance avec la légalisation
du cannabis, on voit également, je suis arrivé au bout de mon temps, donc une minute, on voit, je vais m'arrêter là alors au niveau des exemples, mais je pourrais parler, oui, non, je m'arrête ici. Donc vous voyez que en réalité, le point, quelle est la définition du droit global, débouche sur un point de vue qu'il est, à mon sens, absolument essentiel, par lequel il est absolument essentiel d'au moins compléter notre vision du droit si nous voulons que les juristes et les études de droit demeurent, ne fût-ce qu'un petit peu en contact avec la réalité du monde que nous prétendons diriger. Merci. Alors, je joins ma voix à celle de mon collègue pour remercier les organisatrices, le comité, le collège. En fait, l'accueil a été magnifique. Donc, moi, j'ai encore plus de remerciements à faire puisque ça fait un mois que je suis ici. Je profite un peu de l'occasion. Je remercie aussi les doctorants de leur accueil chaleureux. J'ai pu partager le moment de manger mes sandwichs avec eux. Et puis, les étudiants aussi qui ont accepté de souffrir de mes interventions au cours de mes collègues. Ça a été formidable. Je vais recommander chaleureusement le programme à tout mon réseau. Donc, vous aurez du mal probablement à choisir des candidats. Et je joins non seulement ma voix à celle de mon collègue, mais je veux aussi le remercier d'avoir accepté de débattre avec moi. C'est un honneur pour moi. Je me rappelle quand j'étais étudiant, puis que je lisais tous les travaux publiés par le Centre Perelman. Et puis bon, alors là, je me retrouve maintenant à débattre avec son ancien président. C'est quand même pas mal. Donc, merci bien. Alors, afin de respecter la formule débat, je vais répondre à la première question en deux moments. Je vais d'abord répondre à ta conception du droit global avant de parler de la mienne, pour faire ressortir le contraste. Je fais ça parce que c'est plus pédagogique. Alors, par droit global, mon collègue parle des nouvelles normativités générées par la mondialisation, et notamment les indicateurs et les labels. Il en parle en effet comme d'ognie. J'adore la formule d'ailleurs. Or, OGNI, donc l'acronyme comprend la notion de droit. Or, en passant, sans autre forme d'explication, et au sujet du même objet, en passant d'un discours sur des normes à un discours sur du droit, c'est-à-dire sur des normes juridiques, Benoît Freeman, à mon avis, s'expose à toutes les critiques qu'on peut adresser au pluralisme juridique, à commencer par la critique de panjuridisme. Et d'ailleurs, il reprend le mot d'ordre du pluralisme juridique comme paradigme, ubi societas ibius, donc finalement où il y a du social et où il y a du droit. Et le pluralisme juridique, finalement, consiste à qualifier de juridique toutes les normes. Si bien qu'il nous laisse sans réponse à la question de savoir pourquoi il ne s'agirait pas plutôt de parler de pluralisme normatif. Alors, l'idée qu'il puisse y exister des normes qui ne soient pas juridiques, c'est une vieille idée. C'est ancien, c'est pas nouveau. Ça vient pas de la mondialisation ou de la dernière vague, d'ailleurs, de mondialisation, parce que la mondialisation, c'est un long processus qui est venu par vague. Or, l'état de droit, comme principe revendiquant une certaine valeur politique, suppose évidemment l'idée d'une société dans laquelle il est possible de distinguer les normes juridiques des autres normes, et donc de distinguer le droit de ce qui n'en est pas. Bien sûr, l'état de droit admet l'idée de reconnaissance des faits à un ordre juridique par un autre. Un vieil exemple de ça est celui du droit international privé, qui voit les ordres juridiques reconnaître des effets à d'autres ordres juridiques. Ça aussi, c'est une vieille idée, l'idée d'opération de reconnaissance d'un ordre juridique à un autre. Or, pour penser la pluralité des ordres juridiques et de leurs opérations de reconnaissance, il n'est pas obligé, mais au contraire interdit, d'adhérer au paradigme du pluralisme juridique.
À la différence de mon collègue, Neil Walker, quant à lui, définit le droit global comme une adhésion ou un engagement pratique plutôt que théorique. Donc c'est l'idée d'un engagement normatif au sens philosophique du terme. Donc une adhésion ou un engagement pratique envers l'idée d'un fondement universel ou autrement mondial de certaines normes juridiques ou dimensions du droit. En ce sens fort différent, le droit global comprend le constitutionnalisme global qui, lui, comprend le principe d'état de droit. Donc on se retrouve avec une acception du droit global qui n'est pas incompatible par panjuridisme, qui n'est pas incompatible avec l'idée d'état de droit, mais qui au contraire le comprend. Au sujet du constitutionnalisme global, Benoît Freeman, dans son petit manuel, page 69, nous dit qu'il ambitionne, donc le constitutionnalisme global ambitionne de réaliser un état de droit à l'échelle planétaire. Certaines visions très radicales du constitutionnalisme global peuvent défendre un tel projet. Or, j'allais dire globalement, en général, le constitutionnalisme global n'adhère pas à un tel projet aussi utopique et ambitieux. Le constitutionnalisme global s'entend de deux dynamiques en fait connexes, celle de la constitutionnalisation du droit international et celle de la mondialisation du droit constitutionnel. Bon, il faut quand même que je précise, il s'agit dans les deux cas d'un processus matériel et non formel, c'est-à-dire que le droit international qui se constitutionnalise, ça ne veut pas dire qu'il devient du droit constitutionnel au sens formel du terme. Ça veut dire que le droit international s'enrichit de contenu qu'il puise au sein des systèmes nationaux de droit constitutionnel moderne et libéral. Donc, par exemple, il s'agit d'ajouter aux simples règles qui régissent les rapports entre les États le droit relatif aux droits fondamentaux de la personne. Donc, c'est l'idée d'ajout de contenu de nature constitutionnelle au droit international qui demeure du droit international, bien sûr, au sens formel du terme. De la même manière, lorsqu'on parle de la mondialisation ou de la globalisation du droit constitutionnel, on ne parle pas de la transformation de droit constitutionnel en droit international. Ce serait un oxymore, ce serait une contradiction dans les termes. Il s'agit plutôt de parler de certains phénomènes de rapprochement, de partage de même contenu par différents droits constitutionnels. Donc, il y a l'idée d'une certaine harmonisation, d'un certain rapprochement qui s'accompagne aussi d'une certaine mondialisation de la doctrine du droit constitutionnel, de la science du droit constitutionnel et aussi de la pratique judiciaire. Donc, l'idée de fécondation croisée des jurisprudences constitutionnelles, l'idée que les cours constitutionnelles et suprêmes du monde se consultent, donc qu'une cour constitutionnelle nationale consulte la jurisprudence des cours constitutionnelles étrangères. Donc voilà le sens dans lequel on entend la mondialisation du droit constitutionnel comme phénomène de constitutionnalisme global. Donc une telle idée rejoint par exemple celle que l'on trouve chez Jeremy Waldron, qui est l'idée de nouveau jus gentium, c'est-à-dire l'idée d'un nouveau droit des gens, d'un nouveau droit commun. Donc, le volet constitutionnel de ce nouveau jus gentium correspondrait à ce phénomène de constitutionnalisme global. Or, en ce sens, le constitutionnalisme global ou le droit global dont il participerait n'est pas des normes extra-étatiques ou extra-juridiques qu'il s'agirait de juridiciser au moyen d'un coup de baguette magique pluraliste. Il s'agit d'un matériau qui est véritablement juridique par son contenu, qui traite de sujets juridiques, qui sont juridiques par nature, et qui forme finalement qui constitue une source matérielle de droit et non une source formelle. Donc, en ce sens, on pourrait parler d'un droit global comme d'un ensemble de principes irréductibles à l'idée de normes de droit positif, mais un ensemble de principes qu'ont en commun
les constitutionnalistes du monde ou qui partagent l'idéal de l'état de droit moderne. Ça comprend des phénomènes, comme je dis, de fécondation croisée des jurisprudences, de globalisation de la doctrine, et ça comprend aussi une pratique telle que celle de la Commission de Venise qui dégage des standards mondiaux du droit constitutionnel. Donc c'est quand même fort différent de l'idée de normativité dont la juridicité reste à établir, en fait. Et à mon avis, dont la juridicité est même fort douteuse. Donc, pour répondre précisément à la question, je dirais que pour ma part, je connais le droit international et autrement supranational, je connais le constitutionnalisme global, je connais à la rigueur le droit global en tant qu'adhésion ou engagement pratique envers l'idée d'un fondement universel ou mondial de certaines normes juridiques. Pour avoir lu mon collègue et avoir beaucoup appris, je connais aussi la prolifération, le phénomène de prolifération de nouvelles normes dont s'est accompagnée la mondialisation. Cependant, je ne connais pas de droit global au sens précis où il entend l'expression.